Alors, donc on en était à salon professionnel égal hop, spring, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Break Ouais, pour ouais. bartenders. Rz. Espace. Voilà. Hey, Bon, on est bien là? Nickel. impeccable. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast. Vous voyez, on travaille. On Voilà. travaille. Voilà. Grosse prod. Ouais. Grosse prod, on a trouvé un sujet. Du coup, on a pris quelques notes, vous voyez. Voilà. Mais ça tombe bien. On va parler donc de salon professionnel aujourd'hui, puis ça tombe bien. C'est ce que je viens de dire. Et des qualités graphiques de Fred également. Voilà. Graphiste de Fred. On va imprimer tout ça, évidemment. Puisque il n'y a pas si longtemps, on était notamment il y avait Wine Paris en ce début d'année, notamment. Du coup, on s'est dit, tiens, et si on parlait des salons et de pourquoi, du comment, voilà, ça nous changera un peu des bars à cocktails fancy de l'autre fois. Voilà, il en faut pour tout. Quoique, on va quand même parler de bars. Donc voilà, donc petit sujet, est-ce que les salons professionnels sont un spring break pour bartender? Et voilà, et si on se pose la question, c'est parce que déjà il y a un constat. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a déjà, il y en a beaucoup. Voilà. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de salons et depuis, ça commence à bien grandir depuis une quinzaine d'années. Quinzaine d'années, ouais. Ouais, on va dire, il y avait pas énormément de salons. Hein. Si tu remontes au début de notre carrière, il y en avait pas des masses. Hein. Le salon qui avait vraiment sur la partie spiritueux qui était le plus important, c'était le Whisky Live, qui était au Palais Brognard, mais il y avait que du whisky. C'était ses 20 ans le Whisky Live d'ailleurs. Il me semble, oui. Oui, je confonds tout. Quelque chose comme ça. On a parlé l'autre fois des trophées du bar qui avaient fait leurs 20 ans, du coup je ne sais plus. Mais c'est à peu près la même année. Mais effectivement, oui, je pense qu'il y avait effectivement Whisky Live qui était. Et c'était que whisky. C'est-à-dire qu'il y avait, t'avais quelques petits salons inhérents, mais c'était surtout que whisky. C'était avant que la maison du whisky se développe et rentre dans leur portefeuille d'autres spiritueux que les whisky. Donc c'était effectivement ça. Donc ça s'est vachement développé, ça s'est aussi vachement élargi, puisque comme tu le dis, le Whisky Live, à part son nom Whisky Live, ça va bien au-delà, puisqu'il y a même une Cocktail Street depuis quelques années. Il y a eu pas mal d'évolutions sur les lieux, de plus en plus grands. Quoique à Odéon, c'était bien grand aussi, avec quelques étals. Mais voilà, du coup, il y en a un paquet. On voit que ça s'est diversifié, que ça s'est élargi. Je vois même que, alors je crois qu'on l'a peut-être, on a le Rhum Fest qui aussi va un peu au-delà du rhum aussi. Même si je suis un peu moins familier ces derniers temps du Rhum Fest. On a aussi des salons plus spécialisés qui se sont créés. Donc ça, c'est France 15 Essence, par exemple, c'était en 2015 dans mes souvenirs. Première édition. Donc là, avec un focus justement peut-être en réaction avec d'autres salons pour se dire, nous, on va focus sur uniquement les spiritueux français. Avec aussi je pense, super intéressant sur France Quintessence. C'est le parti pris que tout le monde a le même stand. Donc, il n'y a pas non plus cette surenchère de... budget marketing. Voilà, de budget. Et moi j'ai une plus grosse marque, un plus gros groupe derrière et du coup, j'achète des mètres et des mètres carrés et on ne voit que moi. Ouais, et là, voilà. Tu payais simplement le nombre de références que tu faisais déguster. Donc voilà, France Quintessence, donc qui maintenant est intégré au CIRA. Donc il y a eu au CIRA à Paris en septembre dernier. Là, c'était en janvier au CIRA à Lyon. Et retour à Paris en septembre prochain. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc le Rhum Fest, j'en parlais juste avant. Il y a Ginsider, dont que tu aimes beaucoup et que tu as beaucoup de choses à dire dessus, qui, pareil, a démarré à Lyon. Ouais. Ensuite, a fait à Paris également. L'an dernier, s'est déporté plutôt du côté de Bordeaux. Il n'y a pas eu de date parisienne, mais il y a eu Bordeaux qui est apparu. Donc voilà, on voit aussi des typologies de salons qui sont plutôt plus en région, en province. Voilà, Ginsiders, je continue à dérouler. On a les Spiritifs, on parlait de Bordeaux. Les Spiritifs, c'est à Bordeaux. Alors j'ai oublié le nom que ça avait avant, mais ça avait un autre nom avant.
Toujours est-il que c'est en tout cas toujours à Bordeaux. Si on reste là-dedans, on a le Rhum Bordeaux Rhum Festival. Donc voilà, donc on voit qu'il y a aussi des choses. Bordeaux est plutôt dynamique à ce niveau-là. On trouve aussi même des choses peut-être plus récentes. Je t'avoue, Limoges Spirit Festival, je connaissais pas forcément. Moi non plus. Voilà. Et j'étais pas peu fier, mais ça montre qu'effectivement, ça se développe même pas forcément en fait sur les capitales régionales, mais aussi sur d'autres villes où on sent quand même qu'il doit y avoir forcément un potentiel. Sinon, tu le ferais pas aussi là-dessus de développement. Donc, Exactement. Alors, je préviens, là, on énumère quelques trucs. Ça n'a pas vocation à être exhaustif. Oui, on en oublie sûrement. Non, mais je sais qu'il y a des salons aussi en Bretagne. Oui, bien sûr. Avec des fois des focus genre tiens, on fait un salon du whisky breton, j'en sais rien. On peut aller très très loin. Il y a à Toulouse, il y a un salon du whisky aussi à Toulouse. Je crois pas qu'on ait la slide ici, mais il y a beaucoup de choses. Tiens, il y a pas, je sais pas, dans le nord à Lille, il y a probablement des choses aussi. En fait, sûrement il y a des salons qui sont très thématisés par rapport aux catégories de spiritueux, principalement rhum, whisky, gin. Alors gin Snyder c'est quasiment le seul, mais c'est vrai que rhum est sur la partie whisky, et après t'as ceux qui sont plus génériques, qui couvrent plusieurs catégories, enfin tout SPI confondu à la finalité. Ouais. Mais oui, t'en as un petit peu partout, parce que t'en as sur Lyon, t'en as aussi dans le sud de la France, etc., qui sont des salons des fois organisés même, ce que je vais appeler les micro-salons, hyper intéressants, et qui sont très souvent organisés aussi des fois par même des cavistes. Oui. En local, dans des quartiers carrément. Donc là, on est sur des micro-salons zonés, mais qui ont un super impact et un super aura auprès des consommateurs ou même des restaurateurs en fait locaux. Et ces petites dégustations. Ça me fait penser justement que typiquement quand je m'occupais de la production à la distillerie de Paris, qui appartient à Nicolas Julès. Dans les épiceries Jules, il y avait des petits salons des fois le week-end où justement avec différents producteurs, différentes marques qui venaient présenter leurs produits directement dans une salle qu'il y avait à côté des épiceries. Donc voilà, on a aussi des micro trucs comme ça. Bref, il y en a beaucoup. Là, j'ai vu, il y a un nouveau là qui s'appelle Univers aussi qui arrive en ce mois de février, il me semble. Bref, il y a pléthore de choses et là on parle que de la France. Au-delà de ça, alors là malheureusement il y a plus, mais on était très sur les SPI juste avant, mais il y a aussi des salons beaucoup plus dédiés au monde du bar. Alors en France on avait Cocktail Spirit. Alors il y a donc la dernière édition c'était déjà en juin 2023. Ouais, 2023. Donc il y a pas eu d'édition en 2024 malheureusement. Voilà. Ça a été un peu le côté pionnier sur la partie salon. Cocktail. Exactement. Ça a été vraiment ce premier moment où on est passé d'un salon de spiritueux de dégustation à on a des stands où on a des marques commerciales mais qui mettent en avant leurs marques à travers les cocktails. Donc ce sont des bars, etc. Alors les premières éditions, je sais pas si tu te souviens, mais c'était aussi à Maison Rouge où tu avais la partie où il y avait des bars. Vraiment derrière des stands, mais il y avait surtout beaucoup de petits stands de dégustation de spiritueux aussi, parce que c'était vraiment les prémices. Et il y avait déjà la scène de conférences, etc. Et puis au fur et à mesure... c'était très riche en conf. Très très riche en conf. Et après, au fur et à mesure, les petits stands, les mini-stands de dégustation ont disparu, et puis il y a eu des stands plus importants où il y avait systématiquement le spiritueux, les gammes de spiritueux, mais mis en action dans le cocktail. Avec des guests, etc. Et puis même de la micro-conférence zonée. Exactement. Donc on voit une autre typologie. Peut-être que ce qui a repris, alors c'est pas pareil, mais on l'a aperçu très très vite juste avant. Mais finalement, Bispirit là qui avait lieu, ils ont développé énormément le côté bar, avec notamment donc il y a le fameux Infinite Bar où il y a plein de marques qui sont présentes et des cocktails à gogo. Alors j'ai pas forcément là de photos pour ceux qui nous regardent en vidéo, mais on voit que ça peut être très blindé avec beaucoup de gens qui font la queue pour avoir des cocktails, ce qui va peut-être nous amener justement après à se poser la question qu'est-ce qui gagne les marques, qu'est-ce qui gagne les visiteurs, mais voilà, peut-être, je sais pas, je dirais qu'il y a donc Wine Paris avec cette activation là qui peut-être reprend les pas d'un cocktail spirit. Alors
différemment. Mais peut-être le plus marquant, je pense aujourd'hui, ça va être la Cocktail Street là aussi que j'ai affiché rapidement. C'est vrai que le point commun que tu as vraiment entre Cocktail Spirit, on va dire, et B-Spirit, c'est que c'est effectivement des salons où c'est des professionnels. T'as pas de particuliers en fait qui viennent. Alors, tu t'en as qui viennent parce que c'est pas vrai, mais les tickets d'entrée sont chers. Je veux dire, 75 balles d'accès pour un salon, c'est pas donné non plus à tout le monde, donc tout le monde peut pas non plus se le permettre. Le ticket d'entrée, je crois, et ça a comme un certain coût, mais ça donne accès à une dégustation, etc. Ce qui est vrai. Hein. Non, mais ça, par exemple, ça me fait penser qu'il y en a qui vont dans les salons pour vraiment rentabiliser le ticket. Ah mais totalement. Et ils rentabilisent vraiment beaucoup trop. Voilà, malheureusement, pas avec modération. Non, en gros. Non, sans mode et ration. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté, très axé sur la partie professionnelle. B-Spirit, là où il y a un truc assez intéressant, c'est que il y a une grosse partie qui est drainée. En fait, il y a une grosse captation en fait des visiteurs qui est amenée par le vin. Ouais. Avec des importateurs, des exportateurs, des distributeurs et tout ça. Donc on sent qu'il y a quand même des grosses zones de business avec tout un central au milieu du salon où il y a les maisons qui sont là pour pouvoir discuter, il y a les responsables commerciaux, etc., les fabricants qui sont là, les producteurs. Et puis après, on a cette partie avec des zones de conférences. Ils ont organisé des compétitions aussi de mixo sur place. Et aussi ce fameux Infinite Bar, puisque tout le pitch est ce fameux bar de 40 mètres, je crois, de long, de linéaire. Où à chaque fois vous avez un grand bartender français ou international qui est là pour mettre en avant certaines recettes avec une marque effectivement en avant ou une maison en avant. Voilà, c'est une succession de bars dédiés à une marque ou une gamme d'une marque. Voilà, donc vous aurez une station qui est plus sur sur une marque de sans alcool, une autre station sur un gin, sur autre chose. Je sais pas, il y avait c'était le Pisco là qui était vachement mis en avant cette année. C'est un salon très hybride du coup. Ouais, mais qui est très intéressant d'ailleurs. L'an dernier, je me souviens, il communiquait aussi sur le fait que la partie B-Spirit fermait plus tard que les autres, justement avec l'idée de tous les gens peut-être qui sont venus là plus pour le vin. Pouvaient se déporter en fin de journée, aller découvrir les spiritueux et évidemment de manière conviviale en cocktail. Peut-être dernière typologie là de salon là qui me vient, qui est un peu atypique, mais il faut le citer parce que le Club Expert. Ouais. Voilà, un partenaire notamment de Distill News, c'est le Dugat Club Expert. Donc là, on est un peu comme un salon de distributeurs. Là où peut-être le Whisky Live avec la maison du whisky est en fait ouvert à plurimarques. Il y a pas que des marques de la maison du whisky. Mais voilà, là on est sur le Dugat Club Expert où c'est un salon où vous pouvez aller voir tout le portefeuille quasiment de Dugat et voilà. Donc pareil, dédié plutôt aux professionnels. Enfin après il y a tous ces salons, il y a souvent le week-end des journées grand public et le lundi c'est la journée des professionnels. Voilà, et peut-être pour ouvrir plus largement, on a les gros mastodontes aussi internationaux, hein, même si quand je cite le Whisky Live, c'est évidemment il est dans la même cour à mes yeux. Mais vous avez évidemment aux États-Unis Tales of the Cocktail. Qu'est-ce qu'on a de beau sinon? On a évidemment le BCB, donc à la base Bar Convent Berlin, mais qui depuis s'est développé à Singapour, s'est développé à Brooklyn, c'est facile, au moins c'est avec un B, BCB, on va se mettre là-dessus. Et qui dernièrement a aussi fait l'acquisition de Imbibe Live et qui du coup arrive là aussi à Londres. Et j'en oublie sans doute, je sais qu'il y a peut-être dans une autre ville en Asie, voilà. Mais il y a aussi, enfin bref, Wine Paris est aussi en Asie, aux États-Unis, à New York. Enfin voilà. Donc on a le BCB, on a Athènes Bar Show. Donc voilà, qui font partie des gros rendez-vous actuels si vous vous intéressez au bar. On a le Roma Bar Show, qui est aussi un autre événement qui est énormément cité, énormément suivi par les professionnels du bar. Et voilà, donc là on a fait un petit tour d'horizon, alors qui, comme je le rappelle, n'a pas vocation à être exhaustif, mais qui permet un peu de voir que, d'une part, il y a énormément de salons. Avec des typologies, des offres différentes, hein, du ultra local au truc beaucoup plus généraliste et global. Mais voilà,
parfois, des fois, avec des embouteillages, je pense que tout le monde le voit bien. Entre septembre et octobre, ça pique un peu des fois quand vous devez enchaîner tout ça. Tiens, je vais citer, bon, on est un peu posteriori de Dry January, mais il y a aussi même des salons dédiés au sans-alcool maintenant. Il y en a un à Paris qui s'appelle Degré Zéro. Il y en a un autre à Montpellier, pareil, dédié au sans-alcool. Et je pense à autre chose aussi, là, comme ça, là, ça me vient. Vous avez aussi le salon des gnôles naturels. Salon des gnôles naturels. Exactement. Intéressant, ça. Donc, pour dire qu'il y a pléthore. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, il faut savoir une chose, c'est que sur la majeure partie de ces salons-là, alors maintenant, tu as un salon dédié au sans-alcool, mais que sur la majeure partie de ces salons-là, on en voit malgré tout de plus en plus. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 ans, il y a quand même eu un énorme boom et il y a de plus en plus de marques de sans-alcool génériques, c'est-à-dire des distillats désalcoolisés, par la suite, des infusions, des extractions d'arômes, etc. Ça m'embête de dire un gin sans alcool parce qu'effectivement, on est très aliéné là-dessus, c'est pas légal, etc. Donc, mais voilà, de boissons sans alcool de manière générique, hors soda, accompagnement, jus, etc. On va dire les sans-alcool pour adultes. Etc. Voilà. C'est ça, grosso modo. Et qui sont présents. Ça, on en voit de plus en plus. Oui, voilà. D'ailleurs, j'ai vu sur LinkedIn des gens qui se plaignaient de la place que prenait le sans-alcool à Wine Paris désormais. Notamment à dire que est-ce que un salon comme ça qui invite autant de marques sans alcool, est-ce qu'il se tire pas une balle dans le pied? Il y avait beaucoup de vins sans alcool. Ouais. Il y avait énormément. Il y avait de tout, quoi. Mais voilà. Une fois qu'on a fait ce constat, très bien, hein. Cool story. La vraie question, c'est finalement pourquoi les marques y vont, voilà. L'épisode d'avant, j'insistais sur ce Start with Why. Donc pourquoi vous faites des beaux cocktails et compagnie, pourquoi vous allez dans les bars? On peut se poser exactement la même question, et je pense que de la réponse que vous donnez à cette question découle toute votre stratégie et la raison pour laquelle vous allez ou non à des salons. C'est pourquoi les marques y vont. Quel est l'intérêt de cette présence-là? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et puis surtout se poser la question avant de se dire je vais investir, parce que c'est vrai que déjà une fois qu'on a déjà défini et qu'on a répondu pourquoi on veut y aller, c'est-à-dire pourquoi on veut y aller, pourquoi on ne veut pas y aller, pourquoi il vaut mieux y aller aussi, plutôt que d'être absent, de briller par son absence. Hein. Très souvent, on l'entend depuis des années. T'as vu, ils sont pas là cette année. Voilà, ça, c'est vrai que on l'entend. Moi, je l'ai beaucoup entendu dans ma carrière. Ah, t'as vu? Ils sont pas là cette année. Ah bon? Pourquoi? C'est vrai que ça peut être alors surtout dans le climat actuel, quand une marque est absente ou un groupe est absent, on peut des fois très vite supputer tiens, ça se passe pas très bien. Donc voilà. Donc pas là. Alors que c'est pas forcément parce que la santé de la boîte est pas la bonne, hein. C'est peut-être parce que juste les investissements sont mis en fait différemment. Pourquoi on va voir ces salons-là? C'est vrai qu'en tant que marque, c'est parce qu'on a envie d'être exposé auprès du différent public. On sait que c'est la possibilité aussi d'aller capter, en fonction bien sûr de l'aura, soit en régional, soit au national, un public super large, que ce soit des débutants, que ce soit des professionnels, que ce soit aussi des patrons d'établissements, des investisseurs parfois, des groupes hôteliers qui en profitent des fois pour aller chasser, voir un petit peu aussi quels sont les nouveaux produits, les acheteurs de certains groupes, même de distributeurs, grossistes, etc., qui vont en profiter pour aller regarder ça, même s'ils sont sollicités toute l'année. Ça leur permet de rencontrer aussi un petit peu les marques. Et puis de se dire moi j'ai envie aussi de m'exposer, de montrer comment je mets mon produit en application, parce que je vais pouvoir toucher en une journée à peu près 100 fois plus, 200 fois plus de professionnels que si la même équipe tourne sur une seule journée, enfin sur une journée dans 5 villes différentes. Ça fait office de hub. C'est ça, c'est un peu une hub pour capter un peu et regarder et tester un petit peu la marque et d'avoir du retour from scratch. Ce qui est, je pense, très bien, parce que ça permet aussi à des gens, on reviendra après, mais qui ne sont pas habitués et qui travaillent pour ces marques-là et qui ne sont pas habitués à être au contact avec du professionnel, les gens qu'on a enfermés méchamment dans un bureau, de se rendre compte aussi et d'avoir un retour très objectif sur ce qu'ils peuvent faire et d'avoir du retour objectif sur les marques, sur leur packaging, sur le goût, sur le positionnement, sur le prix, etc. Et de prendre finalement ce qu'un commercial ou un ambassadeur vit en fait au quotidien. Donc je pense que déjà, ça aussi, c'est une bonne chose. Bon, ils investissent pas, ils décident pas d'aller faire le salon pour se faire cartonner, entre guillemets. C'est pas ça mon point. C'est plus de se dire, ça te permet déjà de voir comment ta marque se comporte, ça te permet de toucher davantage de professionnels,
ça te permet aussi, et je pense que dans les pourquoi, et moi je trouve ça intéressant, même si t'es pas obligé d'y aller pour le voir, mais y aller, il y a 2 raisons. Il y a le niveau de j'y vais en tant que partenaire et j'investis, mais il y a aussi je vais aller sur le salon pour aller voir ce qui s'y passe. C'est vrai. Parce que la première étape avant d'aller investir dans un salon, c'est déjà d'y aller en tant que spectateur, je pense. C'est hyper important de se dire une nouvelle marque ou une marque qui s'est laissée effacer pendant quelques années, c'est de se dire je vais peut-être y aller. Tiens, à cette période-là, j'ai ça. Je vais sortir de mon tableau Nielsen, Kantar et compagnie. Je vais aller voir ce qui se passe un peu dans la vraie vie. Et puis je benchmark quoi. Oui, et tu benchmark et puis tu regardes la population, la fréquentation, etc. T'as l'exposition, t'as peut-être la sortie d'un nouveau produit, tu vas peut-être tester de nouvelles choses. Et puis, ça va te permettre quand même d'avoir un minimum d'exposition médiatique aussi. Après, faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de marques. C'est-à-dire que sur le panneau de publicité de la marque, après, bien sûr, on te vend aussi des espaces de pub, d'exposition. Tu peux te placer dans les tote bags, etc. C'est de la communication. Faut ni plus ni moins. Ça fait partie d'un plan de com. C'est un budget annuel. C'est ultra concurrentiel. C'est hyper concurrentiel. Vous avez un stand, en fait, il y en a 10. Il y en a 10 comme vous. Autour. Peut-être plus gros. Et il faut attirer les gens. Quoi. C'est ça. Faut se démarquer. Et puis de se dire, une fois que tu as répondu à ton OK, quel est vraiment mon objectif final? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce qu'on demande aussi aux organisateurs de salons, parce qu'ils sont quand même très nombreux maintenant, c'est de dire, OK, combien de personnes vous touchez? C'est-à-dire que quand, parfois en tant que marque, tu peux être démarché par des organisateurs de salons, mais qu'on te présente des chiffres un petit peu déconnants, sachant que c'est quand même pas avec tes sous avec lesquels tu joues, c'est avec les sous d'une société qui va te demander des retours sur investissement, des ROI, choper des contacts, etc. Donc il faut que ce soit quelque chose de rentable, un salon. C'est là où c'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est cher. Est-ce que tout le monde sait exactement combien coûte un salon réel? C'est ça la question. Éclaire-nous. Quel est le budget? Voilà. Alors je donne des chiffres génériques, je vais pas citer les salons en détail, même si Prenez des notes. Voilà. En tout cas, si vous êtes une jeune marque et que vous dites tiens l'année prochaine, exactement. Peut-être vous n'avez pas du tout d'idée de. Sachant que encore une fois, je vais vous donner des chiffres très gros entre guillemets salons et de gros espaces. Donc vous doutez que les salons moindres ou régionaux, ce sont des investissements qui sont moindres. Et puis il y a des façons aussi de rentabiliser ça. Faut pas se leurrer. Il y a 2-3 salons un ou deux salons qui ont compris le truc et que je trouve super smart. Je vais y venir après. Un salon, il faut savoir une chose, c'est que déjà, vous payez d'abord une inscription à ce salon. Vous payez une inscription et vous payez en fait un emplacement parce que vous allez louer une taille d'espace. Ouais. Donc vous allez louer en fait au mètre carré. Le mètre carré coûte tant de centaines, voire tant de milliers d'euros. Les gros salons, faut compter un peu plus d'1 millier d'euros par mètre carré, en règle générale. Ça veut dire que, grosso modo, et je dis 1000, c'était 1000 il y a déjà quelques temps, je pense que ça a dû augmenter, t'es plus aux alentours, à mon avis, des 1002. Mais à 1002 le mètre carré, c'est très très rare que tu fasses un espace sur ce genre de salon-là à moins de 10 mètres carrés. C'est très très rare. Donc je vais prendre un petit stand. 10 mètres carrés, c'est vraiment pas grand. Ce qui se passe souvent, c'est que on va te vendre plutôt des espèces de solutions clés en main, de petits box c'est ça. Où on va mettre un peu tout le monde à la même enseigne. Ou alors tu as des parties pris, comme je disais, sur France Quintessence avant, où là, c'est tout le monde à la même enseigne. Exactement, et tu payes à la ref. Mais sur ces gros... C'est sûr que t'achèteras pas 1 mètre. Non. Comme ça, pour mettre... Enfin voilà. Si c'est le cas, ça sera de manière standardisée. Exactement. Ce qui te coûtera, à mon avis, moins cher et ce qui te permet d'aller. Alors, encore une fois, c'est très bien parce que ça te permet, en fonction encore une fois de qui c'est, mais si c'est un salon qui va accueillir 2 jours, par exemple, des consommateurs et une seule journée, par exemple, justement, des professionnels, malgré tout, ça reste quand même relativement rentable. Alors, une fois que tu as ajouté ton 1000 mètres carrés, après, tu vas te vouloir faire mise au point. Maquilleuse. Tu vas devoir faire un habillage. Donc grosso modo, quel que soit le... Ah, il ne fait pas le salut cliché Hugues, nous avons soif, c'est marqué. Notre matel, on est en phase de test. Tu veux que je me recule, Non, mais c'est moi qui ai fait une bêtise en buvant mon coca dans un mug. Ton cola. Exactement. Hop là. Et donc, du coup, pour en revenir sur cette partie-là, il y a ce mètre carré. C'est bon, nous sommes de nouveau nets à l'image. Pour ceux qui nous suivent à l'oral, c'est tout simplement une petite perte de netteté et on ressemblait à un vieux film du mercredi soir de Canal+. Aucune référence pour les... Ça c'est une référence de boomer, ça.
Donc il y a le mètre carré. Ensuite, vous avez bien sûr la construction de vos stands. Donc en général, les agenceurs ou les gens qui travaillent avec vous, ou même les salons en eux-mêmes, peuvent vous proposer de créer votre stand. Comptez à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous êtes à 1 000 € le mètre carré, d'accord? Avec une partie bar, un habillage, une casquette, des éléments de décoration, etc. Donc déjà, je pense que c'est ça qui peut être la grosse surprise sur certains gros salons. C'est qu'en fait, tu t'es inscrit, tu as payé des mètres carrés, mais en fait, tu réalises pas que c'est vide. Voilà, c'est juste t'as le sol. Et t'as même pas le mur. L'électricité peut être en option. Il faut potentiellement payer un raccord pour l'électricité. Exactement. Pour pouvoir, si tu as besoin de mettre un frigo, mettre ta Clear Ice ou je sais pas quoi, si tu as besoin juste un peu au-delà de la lumière, quoi, ça peut être un coût en plus. Ouais. Et après, ça veut dire que du coup, là pour l'instant, imaginons tu as une structure, tu as un espace au sol, tu as une prise électrique, tu es déjà à 20 000 € pour un stand de 10 mètres carrés. Exactement. 20 000 €, t'as encore rien fait. Il te manque encore, du coup, tu peux ajouter à ça, potentiellement, tu peux avoir un nombre de frais par rapport au nombre de références que t'as. Si t'es une grosse société et que t'as 6 ou 7 références à mettre en avant, bah forcément, tu vas payer par référence. Donc, en général, t'as un petit fees. Ensuite, bah, il te faut le staff, parce que le staff, c'est en général pas à 100% des gens de l'interne. Il y a très souvent des ambassadeurs de marque externalisés, des gens qui sont partenaires de la marque, parce que des bars aussi, des barman professionnels, ça, qui représentent la marque. Mais quand bien même c'est en interne, c'est du staff. Tu les payes. C'est exactement. Oui. Alors, le temps qu'il passe sur le salon, il le passe pas à faire autre chose. Effectivement, c'est pas du bénévolat. Voilà. Le staff, le côté sample, parce que c'est con, mais les liquides, il faut les sortir, donc c'est aussi un coût. La partie du merch, du print, s'il y a des tenues, s'il y a des flyers, s'il y a les plaquettes commerciales, etc., etc. Et puis, tout ce qui va être coût de transport aussi et de logement, qui peut être conséquent, surtout si c'est des salons sur 2-3 jours, qui sont situés, que ce soit à Paris, que ce soit à Limoges, à Vesoul, à Clermont-Ferrand, etc., on s'en fout. Il y a aussi ce coût-là. Donc, à la finalité, tu te retrouves avec un salon qui, au bas mot, t'a coûté au minimum 30 000 balles. Et encore, je crois que je suis très gentil. Pour le coup, pour des gros salons en activation, vous pouvez avoir des marques qui investissent plus de 60 000 €, plus de 70 000 €. J'ai déjà vu sur des salons où il y avait des choses qui étaient vraiment colossales. Mais colossales. Et encore, je minimise ces prix. Donc forcément, derrière, t'attends une retombée. Potentiellement, vous pouvez vous amuser maintenant à réimaginer les stands de vos marques préférées la dernière fois que vous êtes allé à un salon et évaluer c'est ça. le chèque qu'il y a eu derrière. L'investissement. Et puis derrière, forcément, la marque, vous allez avoir besoin d'avoir un retour en fait sur investissement. Votre ROI, il est hyper important. Et puis il y a deux choses. Là, il y a deux niveaux. C'est-à-dire, bien sûr, on va sur des salons plus petits. Parlons par exemple, pas moins impactants. Au contraire, plus petits, mais parce que plus régional. Par exemple, Spiritive ou Ginsiders qui se déplacent un petit peu partout. Là, il y a des possibilités. Par exemple, sur Ginsiders, ce que je trouve super smart, c'est un salon qui est ouvert pour les professionnels, mais beaucoup pour aussi les consommateurs. Et là, il y a une mécanique qui est super intéressante. C'est que vous payez votre emplacement, vous allez payer votre espace bar. Alors, l'espace bar, il est uniforme pour tout le monde, je crois, sur Ginsiders de souvenirs. Mais par contre, sur les stands, vous pouvez acheter des spiritueux. Donc déjà, c'est très ouvert sur une partie consommateur. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir vendre dessus. Et vous avez des marques qui vendent des centaines de bouteilles par jour. Donc, qui, à la finalité, ont quasiment rentabilisé leur investissement. Elles ont loué un pop-up store. Exactement. Le temps de 2-3 jours. Exactement. Dans des super lieux, en plus, en général, il y a une belle, c'est sur des belles périodes en plus, à droite ou à gauche. Et pour le coup, là, il y a un retour sur investissement. Tous les salons, en général, une boutique, on le voit à la sortie, où on a possibilité d'aller découvrir certains des spiritueux. Ça, c'est pareil. Le fait d'être présent à la boutique, ça se paye. Ça se paye. Voilà. Il faut pas oublier que c'est pas juste, il n'y a pas tous les spiritueux du salon. Il y a certains spiritueux qui ont payé pour être présents à la boutique du salon. Ça vous rentabilisera pas 55 000 € d'investissement. Ça me fait penser à un petit truc, c'est tout simplement, en fait, si vous avez un stand aussi, pensez à cet aspect purement connivence avec les gens qui visitent le stand. C'est qu'en fait, souvent, alors c'est pareil quand des gens visitent une distillerie, en fait, le fait de parler en direct de votre produit et tout, crée un contact différent que s'ils allaient simplement chez le caviste ou évidemment, ne parlons pas des grandes surfaces, mais qui fait que les gens sont plus prompts à acheter dans ce cadre-là
que dans d'autres cadres. Donc là, vous pouvez effectivement avoir un bon ROI. Et c'est en fait là où je veux en venir, c'est que des fois, là où le bas blesse, c'est que sur des salons, des fois, des marques ou des groupes peuvent être tentés d'aller y envoyer simplement des juniors ou des choses comme ça, des gens qui ont peut-être pas la connaissance pointue des produits qu'ils sont en train de présenter. Et quelque part, vous pouvez peut-être vous tirer une balle dans le pied si le visitorat n'a pas l'info exactement comme il faut. Peut-être c'est des ventes de perdues tout simplement. Donc vous avez. Alors évidemment, si on part sur les salons plus bartender où on est là pour servir du cocktail, potentiellement on s'en fout et c'est peut-être tu vas y venir. Quand faire du cocktail finalement, est-ce que c'est vraiment bénéfique à la marque ou pas? Je digresse. Mais voilà, petit aparté sur la partie boutique. Pensez-y, quoi. Ouais, mais ça, je pense que c'est pour tous les salons. Je pense que ce qui est hyper important, c'est que les gens soient bien informés, formés et que le discours soit bien cadré, en fait. Peu importe le typologie de salon ou autre. C'est-à-dire que qu'on envoie, par exemple, un petit jeune qui est arrivé dans la société, qui est en stage au marketing ou autre, etc. C'est de l'accompagner, qu'il observe, qu'il apprenne à parler de la marque, qu'il comprenne la marque, etc. pour pouvoir, en fait, donner les informations techniques que le professionnel qui est en face, caviste, bartender, restaurateur, on s'en fout, cascadeur, ou le consommateur juste aficionado, puisse être rassasié de ces informations-là et qu'il en parle avec, justement, toute l'énergie et en respectant les valeurs de cette marque-là. Ça arrive que des fois, malheureusement, le discours sur des salons professionnels soit des fois assez léger. Donc, faut faire attention. Là, le souvenir qui est laissé dans la tête de la personne en face est pas forcément des plus positifs. Après, là, c'est vraiment sur la partie aussi conso. Sur l'impact des pros, le pro va pas aller acheter directement, bien que c'est un salon privé, donc c'est un peu différent. Je peux pas trop en parler, mais il y a pas de salon où tu peux aller faire tes achats en pro, en gros, comme ça, pas public, on va dire, pas public. J'ai une idée en tête, mais ce sera peut-être un autre sujet sur la distribution, sur la partie plus grossiste distribution. Mais en tout cas, les consommateurs, forcément, on va revenir à ta question de base, à ton mantra de vie. Le pourquoi, ton futur tatouage entre tes deux omoplates avec ce W en forme d'aile de oiseau. Mais pourquoi les consommateurs y vont? Qu'est-ce qui est intéressant? Donc là, on s'est posé la question pourquoi les marques y vont, qu'est-ce que ça leur coûte? Et forcément, si ça leur coûte, qu'est-ce qu'elles en tirent? Donc voilà, on s'est posé la question. Et l'autre question, du coup, l'autre pendant, et la dernière fois je parlais d'alignement, et c'est évidemment de se poser la question, qu'est-ce que viennent y faire les consommateurs ou les professionnels qui visitent simplement? Si c'est pas aligné, ça va pas marcher. Exactement. C'était la conclusion. Mais c'est ça, typiquement, si tu te retrouves avec une marque, je sais pas moi, qui est vraiment une marque à destination du cocktail et que sur ton stand tu fais que de la dégustation sèche avec un glaçon, ça a aucun sens. Voilà. Ouais. Déjà ça dépend aussi de ce que tu fais sur ton stand. Mais c'est de se dire, ok, moi mon consommateur, il va rechercher d'avoir une expérience, de savoir comment c'est fait, de savoir quel est le prix que ça coûte, de savoir où il peut l'acheter. Ouais. Parce que très souvent, ça peut arriver qu'il y ait des marques. Attention de pas y aller trop tôt sur ces salons-là. Attention de pas avoir un peu aussi les ailes qui brûlent et de se dire tiens, je vais aller me mettre dans ce salon-là, c'est cool, il est régional, mais attends, je viens juste de débuter, j'ai 10 points de vente seulement. C'est un peu emmerdant ça aussi, parce que du coup ma marque elle est pas, j'ai pas l'accès, en fait, j'ai pas donné l'accès à la marque. Mais même au consommateur, hein, je parle vraiment du conso en lui-même. Ça m'est arrivé. Moi je dirais au conso, allez vito, il y a moins de monde. C'est possible. Alors tu peux faire ça aussi. Mais voilà, c'est de se poser la question. Un consommateur, pourquoi il va dans ce salon-là? La première chose, c'est parce que les spiritueux, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN aussi. C'est le côté de consommation, de goûter quelque chose, du goût, de la convivialité. Donc il y a ce côté-là. Ensuite, il y a l'expérience de marque qui va être drainée par les activations qui vont être faites sur les stands. La décoration, l'univers, l'interaction avec les gens, etc. Les cocktails, les cocktails, c'est cool. Alors désolé, c'est pas évident ce que je dis. Et effectivement, ça sert à rien d'aller se dire il dit ça maintenant. Consommer avec modération, c'est un vrai mantra que j'ai eu toute ma vie. Je pense que c'est aussi la preuve d'une certaine longévité. Mais les cocktails, il y a un aspect, il y a quelque chose dans l'univers, effectivement, dans l'imaginaire, qui a ce côté effectivement cool, festif. C'est quelque chose de convivial qu'on partage. Donc on va avoir envie d'y aller. Cocktail street,
C'est une sorte de bar à cocktail géant à ciel ouvert, entre guillemets. C'est un peu... Là, on est sur du spring break. Voilà. Je vais revenir parce que je vous parlerai peut-être de ma première expérience que j'ai eue à Tails à l'époque. Et en fait, cette phrase-là, je l'ai eue en rentrant dans l'avion. Je pars d'Armstrong, d'Anola, et je me dis, putain, mais en fait, c'est un spring break pour barman, quoi. C'est abusé. C'était vraiment un truc. Ouais, c'était. Bah, et je parle de Tails il y a quelques années déjà en arrière, donc ça a rechangé depuis aussi. Les planètes se sont un peu alignées et calmées, mais. Tout ça pour dire que pourquoi les consommateurs y vont, c'est découvrir, consommer des choses, passer un moment. Et je vais aussi reprendre une de tes phrases, le billet coûte cher. Donc c'est con à dire, mais ils sont aussi là, beaucoup, parce que ils veulent rentabiliser, goûter des nouvelles choses, etc. Mais il y a beaucoup de personnes, on sait, qui sont vraiment passionnés de spiritueux, qui aiment beaucoup ça. Moi, j'ai rencontré des consommateurs qui étaient plus calés que des professionnels. Ouais. C'était vraiment impressionnant. Mais très, très grosse connaissance. Alors moi, de mon vécu en tant que producteur, c'est intéressant. C'est des fois d'être face à des gens qui geekent et qui me posent des questions que moi-même en tant que producteur je me posais pas. Et des fois je fais mais pourquoi ça t'intéresse, enfin tu vois, moi-même je m'en fous en fait. Et eux veulent savoir, voilà, très geek. Alors je vais te laisser reprendre j'avais juste une idée sur juste avant tu disais aux producteurs de ne pas y aller trop tôt. Oui. J'aurais quand même une nuance, c'est qu'il y a aussi, et j'en ai vu à Wine Paris par exemple, des gens qui justement y vont, et par exemple à Wine Paris t'as le pavillon craft. Il y en a qui vont justement précisément pour exposer leur marque jeune à des distributeurs, des importateurs, justement pour voilà. Alors ce salon-là, c'est un peu pour justement développer leur réseau. Alors, ce salon-là, il est réservé aux pros. Enfin, oui. Il n'est pas réservé aux pros parce que d'accord, tu parlais des trucs conso. Exactement. Okay, je parlais des trucs conso ou autres, etc. Mais oui, mais tu fais bien parce que faut pas que ce soit. Alors, Wine Paris n'est pas réservé aux professionnels parce que tu peux très bien acheter ton billet, aller découvrir, etc. Mais majoritairement, c'est quand même beaucoup de professionnels. Oui. Enfin, l'affluence est très professionnelle. Mais sur tous les autres petits salons, je te donne l'exemple de la première question qu'on nous pose. Là, j'ai eu la chance de participer à l'ouverture d'une petite pépite il y a pas longtemps dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes. Ça a été où c'est qu'on peut vous trouver. Tout de suite, la question c'est où c'est qu'on peut vous trouver, où c'est qu'on peut vous acheter en dehors de la distillerie, etc. Ouais. C'est d'avoir des points de vente. Donc des fois, il faut aussi prendre son temps et attendre d'avoir déjà implanté sur un marché, dans des zones, dans des catégories d'établissements variés qui touchent du on et du off-trade. Avant d'exposer justement la marque à un plus grand public et d'être capable de canaliser des gens jusqu'à cet achat-là. C'était juste, c'est juste ce point-là de pas y aller pour y aller au début parce que tout le monde y va, quoi. C'est pas parce que la distillerie d'à côté elle y va que toi tu dois y aller tout de suite. Ouais, mais c'est intéressant. En fait, tout ça ne fait que amplifier le point là, le fait que je radote un peu, mais c'est si tu sais pourquoi tu y vas, il y a pas de souci. Si tu y vas pour rencontrer des distributeurs et que c'est à ce salon qu'il y a des distributeurs qui viennent, et bingo, l'alignement est là. Si ton but c'est effectivement de vendre des bouteilles et de juste séduire des consommateurs et que tu arrives à un truc où il y a majoritairement des consommateurs, sauf que tes bouteilles sont ni à la boutique ni dans des magasins, problème. Donc voilà, simplement, selon vos objectifs aussi, vous allez calibrer, je vais aller plutôt à ce salon-là plutôt qu'à celui-là parce que celui-là remplit tel objectif, celui-là les remplit moins. Celui-là attire tel public, celui-là tel autre public. Voilà. Je pense qu'il y a dans les pourquoi par rapport à la cible, les acheteurs ils vont parce que on sait qu'ils ont ce besoin d'aller découvrir des nouvelles choses, d'aller sourcer, etc. Donc des fois c'est l'occasion, même si majoritairement les distributeurs sont aussi, les acheteurs sont aussi sollicités tous les jours par certaines marques. Néanmoins, ça leur permet aussi de voir un peu en off, c'est-à-dire sans avoir la casquette finalement du propriétaire du groupe de restauration ou du groupe de distributeurs. Ils viennent là en neutre, ça leur permet d'avoir un avis très objectif sans être harcelés par les marques, donc ça les intéresse. Et après, la vraie question, c'est pourquoi les barman y vont ? Parce que c'est un peu le sujet névralgique, quoi.
Pourquoi vous allez en fait dans ces salons-là? Je parle pas pour travailler, hein, bien au contraire. Et Mais c'est par important. extension, pourquoi aussi les marques veulent attirer des bartenders? Et pourquoi les marques veulent attirer des bartenders? Combien de barman ont commandé des caisses dès la sortie d'un salon parce qu'ils avaient vécu un truc pharaonique et trop cool sur un salon. Quand on travaille sur ce genre de plan, bah, va falloir se casser la tête pour créer des expériences quand même très particulières sur le salon. Pourquoi un barman va venir dans un centre? Déjà d'une, parce que les barman, faut savoir une chose, c'est qu'ils se connaissent tous les uns les autres, mais ils se voient jamais. Parce que ils bossent tous en fait. Ils bossent tous du mardi au samedi et donc du coup il n'y a pas de moment où ils peuvent se retrouver. Donc déjà il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de barman, si vous leur posez la question, ils vont vous dire moi je viens parce que c'est l'occasion de revoir tous les potes. C'est vrai. Il y a un côté sociable, faut pas oublier ça et je suis premier concerné. Hein. Moi je suis super content d'aller sur un salon parce que des fois ça me permet de revoir tristement, j'ai envie de dire que annuellement, mais de revoir plein de gens en fait en l'espace de 3 jours et ça je trouve ça vraiment trop cool. Et c'est sympa parce que ça permet et de prendre des nouvelles et de prendre aussi un peu la mesure de nouvelles tendances, de s'échanger des tuyaux, des contacts, de se présenter des gens les uns les autres, les évolutions, les achats, les ventes, etc. etc. Donc il y a un côté, je pense, d'abord, je suis désolé, mais je me souviens pas avoir eu une seule personne me dire « Ah ouais, moi je viens sur le salon parce que il me tarde de découvrir telle marque. » C'est vrai. Je vais être très honnête, j'ai jamais entendu cette phrase-là. Par contre, les gens sont curieux, c'est-à-dire que si c'est bien amené et que le stand est cool, le barman, en plus de ça, si on a réussi à capter son attention, il sera super content et super captivé par le fait de découvrir un nouveau produit, une innovation, une nouvelle façon de faire, un nouveau packaging, parce que des fois, c'est aussi des occasions de lancer des nouvelles choses. En fait, ces salons-là, on s'en sert aussi de tremplin. Donc, voilà. Mais je pense que le leitmotiv premier des barman établis, peut-être pas des jeunes débutants, hein. Je parle des jeunes débutants, 6 mois, 1 an et demi, même 2 ans de métier dans le bar, ça reste très jeune, tout aussi qualifié, mais très jeune. Après, la plupart, ils vont d'abord pour ce côté, voilà. C'est notre rendez-vous annuel. Voilà. Aujourd'hui, Cocktail Street, c'est devenu, c'est notre spring break de rentrée, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, on va tous se retrouver, on va découvrir des choses. Il y avait Cocktail Spirit. Mais il y avait Cocktail Spirit. Pour attaquer l'été. C'était ça, Cocktail Spirit pour attaquer l'été. On allait cravacher en saison et puis après... Le petit défouloir d'avant ou d'après. Ouais, exactement, c'était ça. Mais on se souvient de plein de choses. Et puis c'est surtout que, typiquement, Cocktail Street, derrière les bars de Cocktail Street, c'est des barman. Ah oui, oui. Donc c'est là aussi c'est super Moi je pense que c'est au-delà quand on va à l'international notamment. Et je sais que moi quand j'avais fait Tales genre en 2015 ou quelque chose comme ça, c'était l'émerveillement de me dire que j'étais dans un espèce de hub où quelle que soit la soirée où j'allais, quel que soit le testing où j'allais, les personnes qui me servaient, qui me faisaient des cocktails, c'était en fait tous les bartenders de New York, de Los Angeles, de San Francisco que je suivais ou certains que j'avais vus, mettons, dans le film Hey Bartender. Ouais. Et en fait, ils étaient là en chair et en os et ils me servaient des cocktails, quoi. Et je peux les toucher. Voilà. Ouais, non, c'est ça. Et te dire, là, ils bossent avec telle marque de tequila, là, ils bossent avec telle marque de whisky. Et puis voilà. Et super important, je rebondis sur ton point, il y a quelque chose aussi dont on n'a pas vraiment abordé, mais très souvent, sur tous ces lieux-là, moi, c'est ce que j'adore faire sur les salons, il y a des zones, en fait, où il y a des conférences. Oui. Des conférences qui peuvent être données par des marques, par des groupes, par des bartenders. On n'en parle pas, mais il y a quand même des programmes de conférences qui vont du premier jour, 10h du matin, jusqu'au dernier jour à 17h. Et c'est des conférences qui sont ultra variées. Parce qu'il y a des marques, parce qu'il y a des fabricants, parce qu'il y a des professionnels, parce que vous avez des écrivains, vous avez des journalistes, vous avez des techniciens aussi, des fois, qui prennent la parole. Sponsorisés par des marques parfois, ou non, c'est pas tout le temps le cas, mais on aborde des sujets des fois assez particuliers. Et là je trouve ça super intéressant, ce qui était le cas sur Cocktail Spirit, on avait des bars qui viennent toujours nous présenter le travail qu'ils ont fait sur tel menu et on avait la possibilité d'aller goûter leur cocktail de leur menu. Et ça, je trouve ça juste génial parce que pour le public des barman,
qui n'ont pas forcément tout le temps la possibilité d'aller traverser la planète entière et d'aller en Australie, d'aller à New York, à Singapour ou autre sur ces pays lointains, et ben on a fait venir ces bars-là à eux, un peu dans le principe du guest shift, mais effectivement un peu moins onéreux. Bah, c'est un peu la signature maintenant de Cocktail Spirit, enfin pas de Cocktail Spirit, de Cocktail Street, en invitant à chaque fois un bar. Par exemple. Une fois c'était Bar Trench, une fois c'était... c'est Cocktail Spirit qui a initié ça à l'époque. C'était Quant, il me semble, il y a un an ou quoi. Cette année, c'était le nouvel expérimental à la montagne. La montagne, ça vous gagne. Mais alors... En Suisse, non? Effectivement, parce qu'on a beaucoup parlé de produits, de conso, de cocktails et tout, mais effectivement, je pense, et c'est peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui, enfin, c'est peut-être ce côté purement pédagogique, où pour le coup, Cocktail Spirit était vraiment fort. BCB est très fort là-dessus. Tales of the Cocktail, c'est monumental, la quantité d'éducation que tu peux faire, mais au niveau français, moi je me souviens, c'était génial de pouvoir... je sais pas, découvrir les mecs du Nomade à Cocktail Spirit qui t'expliquaient comment ils faisaient du craft de manière industrielle, comment ils servaient des cocktails au poil mais en grande quantité. Des fois des trucs improbables du style un mec qui a un bar quelque part, je sais pas, en Irak ou je sais pas où, et qui t'explique comment il se source, comment dans des lieux improbables, comment voilà, avec je sais pas, où ses clients c'est des militaires américains ou je sais pas. Et c'était vraiment enrichissant ça. Disons que ça te permet d'accéder à des choses qui étaient folles. Et aujourd'hui, donc c'est une bonne raison d'y aller. Voilà. S'il y avait vraiment une bonne raison d'aller faire les salons, je pense que pour les professionnels du bar, c'est d'aller faire ces conférences-là, etc. Et il y a, attention, tous les salons ne font pas ce genre de conférences. Non. Tales, c'est vraiment un truc qui est à part. Et puis, c'est pas qu'un seul lieu, c'est étalé dans la ville, c'est plein d'events, c'est plein de choses, etc. Enfin, on va pas étaler sur les expériences, mais la première fois que je suis allé à Tales, je pense qu'il m'a fallu 2 semaines pour m'en remettre. Parce que, effectivement, c'est ce côté où, à la finalité, les activations et les budgets qui étaient développés pour ces marques-là, encore une fois, ça reste les États-Unis, mais les budgets qui ont été mis, quand vous avez des soirées qui sont organisées pour l'industrie du bar et que les gens qui font la musique, c'est Major Lazer, t'as eu ça, toi. voilà, ouais. Là, on se dit qu'ok, là, il y a un investissement qui est particulier, mais en plus, c'est des hangars entiers de centaines, voire milliers de mètres carrés qui sont investis par certaines marques, etc., pour les soirées de l'industrie, qui sont colossales en termes de budget. Et où là, l'impact marque, les gens se souviennent de certaines de ces soirées encore 5, 6, 8, 10 ans plus tard. Moi, je te le dis 10 ans après, je me souviens très bien de soirées à Tales. Voilà. Des trucs soirée dans un bowling avec portefeuille de, je sais pas, de Diageo et compagnie, des trucs dans des hangars, je sais pas, une soirée dans un théâtre avec William Grant. Avec que des gens d'industrie, on précise que c'est pas ouvert aux consommateurs, ouais. C'est des soirées que avec les gens d'industrie. Et pareil, comme je disais, t'as des top bartenders qui te servent partout, t'as tout le portefeuille, tu découvres les marques au top du top, quoi, parce qu'en plus les gens qui te font les cocktails, c'est pas des débutants. Le DJ, c'était un Stormtrooper. Tu vois, des trucs improbables. Mais est-ce que... Et voilà, je dis souvent que j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie dans tout ça, mais en tout cas, 10 ans après, j'ai des souvenirs impérissables. Mais la vraie question, du coup, au final, pour essayer de boucler ça, c'était de se dire, on s'en souvient 10 ans après, mais est-ce que tu as davantage travaillé ces marques-là? Est-ce que ton opinion sur les marques, alors par rapport à tes expériences personnelles, peut-être différemment, mais est-ce que ton opinion par rapport à ces marques-là, est-ce que ta façon de voir les choses ou d'en parler a été influencée par ce que tu as vécu comme expérience justement dans ces salons-là? Et probablement. Enfin, je pense indirectement, tu vois, pas directement. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas, en tant que média, il n'y a pas d'intérêt business direct. Enfin, tu vois. Au moins dans ton affect, confie-toi. Oui, dans l'affect, oui, clairement, je pense. Ou tu sais, tout à l'heure, on évoquait le fait d'être absent dans certains salons. Des fois, l'absence est remarquée. Des fois, la présence est moins remarquée. Mais voilà, si tu étais absent, ça se verrait. Donc, c'est un moyen d'exister, tout simplement, et de rester en top of mind, on dit.
Voilà, c'est ça les termes en marketing. Que les gens ne vous oublient pas. Voilà, c'est d'être top of mind. Et bon, tu vois, là, j'étais capable de te citer qu'à William Grant, il y avait un DJ, c'était un Stormtrooper, et je me souviens, j'avais bu, je sais pas, peut-être des cocktails avec du whisky Hudson ou des choses comme ça, et que voilà. Et peut-être que j'ai un. Bon, il y avait Tony aussi Tu connais Tony? Tony, c'est qui Tony? Qui était en brand ambassadeur de Hudson. Enfin bref, c'est tout un lot en fait. En fait, in fine, il n'y a pas de ROI, je pense, direct. Par contre, c'est l'addition. Tu vois, on parlait précédemment des brands ambassadeurs. Tu as des brands ambassadeurs. À côté, tu es présent sur des salons. Tu fais des activations comme ça. Tu fais du média. 1 plus 1 plus 1, voilà. Quel que soit le budget que vous décidez de mettre, par exemple, ou vous avez envie d'investir sur un salon, peu importe la taille de votre marque ou autre, mais répondez à cette question qui est devenue effectivement le futur tatouage de Fred, mais c'est le pourquoi, et c'est après vous poserez la question de comment. Et surtout de regarder votre point d'impact, que ce soit de l'accroche, de la publicité que vous en faites dès le départ, du fait que, par exemple, ok, on sera présent à ce salon-là. Dans ces cas-là, il faut effectivement ne pas hésiter à avoir un espèce de petit flyer ou une communication pour les commerciaux, les ambassadeurs de marque, sur vos pages de réseau ou autres, pour dire, voilà, rejoignez-nous, venez nous voir, venez nous visiter, on a peut-être des nouveautés, des choses comme ça. Prévoyez des choses qui sont super singulières et qui sont uniques aussi pour le salon. Si vous avez vraiment aucune nouveauté, vous êtes connu, reconnu, vous apportez rien de nouveau, etc., même pour vous, ça va pas forcément être un moment agréable. Donc, n'hésitez pas à aller créer des choses qui sont un peu uniques pour ça et pensez à tous ces petits touch points, c'est-à-dire de la communication en amont du salon, à quelle est l'expérience que les gens vont vivre dès le premier contact à la vue du salon avec votre esthétique, même si c'est simple, des fois ça peut être super impactant. Donc on n'est pas obligé d'aller dans des milliers d'euros non plus, hein. Il faut vraiment faire quelque chose de facile, d'abordable. Encore une fois, je vais insister là-dessus, mais c'est mon mantra comme le why. Moi, c'est le côté hospitalité aussi. Ouais. Toi aussi, pour toi, c'est super important. Mais d'avoir ce côté captif sans être démarcheur de tapis, de machin, etc. D'avoir ce côté friendly, comment vous connaissez de ça, la relation que vous avez avec les gens, l'expérience de dégustation ou de message que vous voulez faire passer, et puis l'après. Parce qu'une fois qu'on est parti de ce stand-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on est inscrit sur une liste, on va nous envoyer pléthore de pubs et de newsletters qu'on lira jamais? Non, parce que c'est con, mais des fois, quand tu laisses l'opportunité à certains salons d'utiliser ton adresse mail, en fait, tu reçois tellement d'infos qu'à l'affinité, tu finis par plus rien lire. Donc, il faut aller vraiment vers l'essentiel, ce genre de choses-là. Comme par exemple, c'est normal, ouvrir des Still News et tout lire, c'est votre condensé. Voilà, il n'y a pas de question, c'est une évidence. C'est le condensé, hop, c'est toute votre veille en un clic, en une fois et tout machin. Moi, je vous la conseille. Merci. Je me suis remis à lire depuis que je connais Fred. Je vais oublier les lectures, les syllabes, etc. Mais voilà, je pense que c'est hyper important d'imaginer et de pas se dire, ok, on fait un salon, on fait un stand, on fait un joli stand, on va demander à notre agence, etc. Et encore une fois, là-dessus, attention au syndrome agency briefing, ce fameux syndrome de je vais briefer une agence. Creusez-vous un peu la tête, demandez en interne, sollicitez vos équipes terrain, savoir ce que vos clients ils attendent, ce qu'ils aiment, ce qui peut les aider à la vente derrière, etc. Yes. Et puis faire demander tout simplement aussi aux professionnels ce qu'ils peuvent attendre, selon qu'ils ont besoin. Mettre en œuvre les moyens qui correspondent Exactement. À vos objectifs, tout simplement. Alors j'ai un truc qui m'est venu en tête là quand tu parlais, mais je pense, alors peut-être sur BCB il y a un côté toujours plus extravagant qui peut-être fait écho au cocktail de l'épisode précédent, où justement on fait des choses, des marques essayent de faire à chaque fois des trucs plus waouh pour marquer les esprits justement. Il y a peut-être une escalade là-dedans, mais c'est pas ça que je voulais dire en fait. Moi, si je devais faire un feedback, des fois, sur des trucs type cocktail street, cocktail spirit, mais ça vaudrait peut-être un épisode complet. Comment fonctionne le recrutement des bartenders qui gèrent les stands en question? Parce que des fois, sur de l'événementiel, je parle, je pense qu'on peut être assez frustré d'un point de vue consommateur ou visiteur,
par en fait l'image que va renvoyer le bartender qui est sur le stand. Et des fois, on peut se poser la question, est-ce que ça matchait bien entre la marque et le bartender, ou est-ce que le bartender a été bien briefé ou quoi? Parce qu'en fait, tout ce que le bartender va faire sur le salon, finalement, même s'il bosse pas pour la marque, en fait, mais en fait, il est l'image de la marque à ce moment-là. Et s'il a une bonne image, tant mieux. S'il est mal luné ce jour-là, bah voilà. Mais voilà, je dis ça parce que d'expérience, je sais que des fois, je fais putain, c'est dommage quoi. Le bartender a l'air plus intéressé par ses potes que par en fait juste faire son boulot. Tu vois, que l'expérience de marque, en fait, le relais de l'expérience de la marque auprès de son auditoire. Ça arrive. Alors après, c'est vrai que tu vois, par exemple, pour en venir à ça, après, c'est un avis peut-être qui est très personnel, mais par exemple, Cocktail Street, je trouve que c'est une idée de génie parce que ce que j'aime dans Cocktail Street, c'est le fait que il y a un accès extérieur à Cocktail Street. C'est-à-dire que tu peux aller à Cocktail Street. T'achètes des tickets et n'importe qui peut y aller. Exactement. Tu peux avoir un accès sur quelque chose. Donc c'est vraiment en fait un bar. Maintenant, c'est vrai que ça reste une expérience qui est particulière. Passer une certaine heure, je ne vois pas, vu l'affluence qu'il y a, quel peut être l'impact ou l'expérience de marque. Tellement il y a de monde au bar, etc. On réunit l'industrie aux frais des marques. C'est un sont contents. Mais... C'est ça. C'est la fin. C'est pas le spring break, c'est le summer break. La finalité. Non, on a créé ça avec ça. C'est le summer break et c'est un joyeux foutoir et c'est une super expérience et c'est très festif et c'est super. Mais sur la journée, effectivement, je peux te rejoindre sur le fait qu'il faut faire attention d'avoir des gens qui soient des relais, des ambassadeurs, etc. Et de se dire, voilà, attention. Moi, alors, je fais encore écho. Désolé, après, je vous jure, un jour, on va se structurer, vous inquiétez pas. Je donne un exemple. On a tout donné sur Wondrich. Ouais, en termes d'orga, là. Vous inquiétez pas, ça va de nouveau être le bordel. Là où moi je suis un peu décontenancé et où je trouve ça un petit peu dommage, c'est que ça m'arrive de voir, par exemple, sur ce genre de salon-là, on a un espace marque à l'intérieur où on a tous les gens du marketing, l'ambassadeur de marque, etc. Et puis quand on va sortir sur Cocktail Street, des fois on va voir, le bar de la marque. Et puis c'est le barman de un tel truc qu'on connaît, hein, c'est un copain, mais il y a personne de la marque. C'est-à-dire qu'il y a personne du commercial, personne du marketing, personne de la com, personne du digital, personne du trade. Alors que là, je vais être super honnête, mais le barman, il est là pour parler de la marque, faire les drinks, montrer la différence qu'il peut y avoir éventuellement avec d'autres marques. Mais on peut pas lui demander en plus de faire un listing en faisant un relevé en fait de contacts commerciaux et de drainer la bonne image et de parler de la plateforme c'est pas possible en fait. Et ça pour le coup, je trouve ça vraiment vraiment dommage que y ait des fois on parle. T'as eu l'occasion d'aller à ça? Non, j'ai pas eu le temps. Par pitié, prenez le temps d'aller sur vos activations, allez sur vos salons que vous organisez, etc. Je vous en supplie. C'est hyper important, ne serait-ce que rendez-vous service à vous. Allez voir ce qui se passe. Trop souvent, il y a des événements qui sont même pas couverts par les gens qui les organisent. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui tient pas la route. Mais ça fait peut-être aussi écho à l'épisode où on parlait des compétitions de cocktails. C'est ça. Où des fois, ça peut donner le sentiment qu'on est juste en train de sponsoriser des coûts à l'industrie, mais sans aucune finalité, quoi. Sans aucune mesure toute bête, mais combien de verres on a servi. C'est ça. Je sais pas, peut-être plus qualitativement, quel feedback il y a eu. Est-ce que tel cocktail, par exemple, quand vous avez plein de cocktails sur un menu à un salon, il y en a peut-être en fait 2 qui tout le monde les demande et les autres on s'en fout, quoi. Donc et peut-être des fois j'ai déjà vu dans mon vécu des événements pour des lancements et au final tu réalises qu'il y a eu rien qui a été mesuré. On n'est même pas capable de dire qui est venu. Tu repars avec zéro data. T'as zéro combien il y avait d'invités, combien se sont présentés, combien je sais pas, on peut-être demander plus d'infos. Et bon, c'est dommage.
Moi, en conclusion, je dirais honnêtement, je pense que quasiment, alors faut choisir aussi sa bataille, et puis ça dépend aussi du budget. Je pense que quasiment tous les salons ont leur utilité, leur impact, etc. Mais ça ne dépend pas que des organisateurs du salon. L'organisateur du salon va vous offrir l'opportunité d'aller captiver en fait des gens, un nombre de personnes et de comptes importants, un jour J, dans une zone géographique donnée, sans avoir à bouger vos fesses, entre guillemets. Parce que vous avez bougé vos fesses en amont pour tout organiser. Cela n'a de fonctionnement et d'impact que si les marques, les gens qui viennent investir dedans, font un travail en amont de réflexion sur le pourquoi et le comment. Parce que ça, c'est aussi cette chose qui est hyper importante. Pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Et de soigner tous les détails qu'il peut y avoir. Tous ces fameux touch points dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est hyper important de dire ça. Donc tous les salons ont leur importance, peuvent avoir leur impact, etc. Mais il faut absolument que vous ayez cette petite notion de... il faut qu'on réfléchisse aux moindres détails et qu'on organise ça de manière à ce qu'on laisse un souvenir. Et comme l'a très bien dit Fred, ce n'est pas quelque chose qui est forcément héroïste dans l'immédiat, mais vous allez marquer les esprits et ça se jouera à un moment donné. Voilà, mais c'est... Enfin voilà, c'est juste, est-ce que c'est aligné avec vos objectifs? Voilà. C'est ça. Si c'est un moyen de remplir vos objectifs, faites-le. Sinon, réfléchissez à peut-être d'autres choses. Hein. Voilà. C'est offert. Et si vous avez du budget infini, bah, vous faites tout. Voilà. Bah, déjà, vous regardez le pack média. Mais vous n'avez pas de budget infini, on le sait. Et après, vous appelez Fred. Et puis, voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un tour. C'était peut-être un peu chaotique parfois, je ne sais pas. Nos excuses. Mais c'est un sujet qui est très très large et voilà. Voilà, bon, c'est bien, on défriche et après on va affiner. Mais des fois, souvent, je me dis sur le coup que c'était le bordel et après je réécoute l'épisode, je me dis ça va en fait. Ça va. Je me suis compris. Et pour l'instant, il n'y a pas de plainte, mais plaignez-vous hein, si c'est naze, si vous voulez que... N'hésitez pas en bas à mettre en commentaire réellement si vous voulez qu'on se structure davantage ou si vous voulez qu'on reste un peu plus joyeux bordel. Ce call to action est totalement impertinent dans la mesure où si vous avez tenu jusque-là, c'est qu'a priori... ou alors vous êtes maso. Mais... Parce que pour l'instant, on met pas de chapitre. Parce que ça se trouve, quand on mettra des chapitres, les gens iront directement à la fin. Non, voilà. Si vous êtes là, vous êtes soit maso, soit on s'en tire pas trop mal. Merci beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à lâcher des likes, partager, commenter. Avec grand plaisir. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Fred. Ciao, ciao. Salut à tous.